nous allons donc revenir sur ce dossier du nucléaire iranien avec notre invité ce soir, Riyad Sidawi, directeur du Centre arabe de recherche, le CARAPS à Genève, basé à Genève. Riyad Sidawi, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, Riyad Sidawi, bien sûr, le dossier nucléaire iranien remis sur la table, si vous voulez, de l'agence nucléaire, l'AIEA aujourd'hui, qui somme ou exigerait de Téhéran de pouvoir ouvrir tous ces sites, y compris ceux touchés par la guerre des 6 jours, des 12 jours, on va l'appeler ainsi. Riyad Sidawi, qu'est-ce que cela veut dire, tous les sites? Parce que l'Iran avait dit qu'elle n'avait caché aucun site, que tous les sites étaient disponibles et qui étaient mentionnés pour le contrôle de l'AIEA. C'est vraiment agacer l'Iran, l'Agence internationale du nucléaire, n'est pas ni neutre, ni objectif, ni scientifique. D'ailleurs, il n'a jamais ouvert le dossier du nucléaire israélien. Donc, on est face à la mauvaise politique du deux poids, deux mesures. Pourquoi l'Iran? Pourquoi pas d'autres pays? Pourquoi pas, par titre d'exemple, le Pakistan, l'Inde, la Corée du Nord, Israël, qui a plus que 200 têtes nucléaires? Je veux tout d'abord parler de l'approche du droit international. Il n'y a que le chapitre 7 de la Charte de l'ONU qui stipule la possibilité d'une intervention militaire quand la paix mondiale est menacée quelque part dans le monde. Or, il n'y a eu aucune résolution au sein du Conseil de sécurité qui donne l'autorisation à Israël, l'entité sioniste, aux États-Unis d'Amérique, de bombarder les sites nucléaires américains. Aussi, dans la Charte de l'ONU et le droit international, il n'y a aucun article qui dit « cet État n'a pas le droit d'avoir la bombe atomique » et cet État a le droit, ou ces États ont le droit d'avoir la bombe atomique. Ça veut dire qu'il n'y a pas un article qui empêche même l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Le Pakistan est un État musulman, mais a eu sa bombe face à l'Inde, qui a eu sa bombe aussi avant le Pakistan. La Corée du Nord, qui avait une rupture totale avec l'ONU, avec cette agence, a eu ses bombes nucléaires. L'entité sioniste, on parle de 200 têtes nucléaires, mais personne ne pose la question à l'entité sioniste. J'ai suivi le dossier iranien dès le début, parce que la plupart des négociations ont eu lieu à Genève, puis à Vienne. Oui. Les Iraniens ont conclu un accord avec 5+1. L'accord nucléaire iranien 5+1. Les 5 sont les 5 pays membres permanents au sein du Conseil de sécurité, la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique, +1, c'est l'Allemagne. C'était conclu l'accord, donc, après 10 ans de négociations, et finalement, c'était les technocrates, les techniciens qui ont trouvé cet accord. On a dit que le nucléaire iranien, c'est fini, c'est terminé. Le problème a été résolu. Cet accord est passé au sein du Conseil de sécurité, a été voté. Donc, il est devenu une partie du droit international. Mais Donald Trump, l'accord c'était en 2015, pendant le mandat d'Obama-Barack. Mais 2018, je pense, Donald Trump, ça, à l'époque c'est Twitter, on appelle ça Twitter, a écrit une phrase: je ne m'engage plus à cet accord, c'est un accord caduc. Je sors des États-Unis d'Amérique, quitte cet accord. Donc, Donald Trump a bafoué le droit international. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent de l'Iran exactement? Les Iraniens l'ont dit, l'agence nucléaire, son siège c'est à Vienne, n'est ni objectif ni neutre. Vraiment, ça charge contre l'Iran parce que c'est poussé par l'entité sioniste et les États-Unis d'Amérique, et aussi les pays européens. Certes, la Chine et la Russie ont essayé de défendre l'Iran, mais ce qu'on a bien remarqué, ils ne sont pas prêts, en tout cas pour le moment, d'entrer dans une guerre afin d'aider militairement l'Iran. Donc là, c'est l'approche du droit international. L'Iran a appliqué à la lettre
cet accord, puis finalement, c'est l'autre côté, les Américains, qui ont rompu cet accord. Parce que finalement, pour les Iraniens, ils n'ont aucune garantie aujourd'hui, s'ils signent un autre accord avec Donald Trump, n'ont aucune garantie que le prochain président américain, il va annuler l'accord avec le président Trump. Je pense, dans le droit international, les accords se font entre les États, pas entre les personnes, même que ce soit le président des États-Unis d'Amérique. Donc, les Iraniens, ils ont bien compris qu'en fait, c'est un mobbing, l'Agence internationale de l'atomique nucléaire s'acharne contre eux parce que c'est poussé par les États-Unis d'Amérique et Israël, l'entité sioniste, et les deux pays européens, la France et la Grande-Bretagne. Oui, très bien. Alors, Riyad Sidawi, on va y aller pas à pas pour essayer de comprendre aujourd'hui l'agence de l'AIEA par rapport donc à l'Iran. Donc cette résolution qui a été adoptée par la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et bien entendu qui a été par les États-Unis. Alors elle stipule quoi? Elle exige d'abord que l'Iran coopère pleinement avec l'agence, que l'Iran doit se conformer et sans réserve à son accord des garanties du traité de non-prolifération avant même de le fournir à l'agence sans délai, des informations précises sur la comptabilité des matières nucléaires et des installations nucléaires sous garantie en Iran et d'accorder aussi à l'agence tous les succès nécessaires pour vérifier les accès pour vérifier ces informations. Finalement, je pense que tous ces détails, l'agence de l'AIEA les avait déjà de la part de l'Iran. Ce n'est qu'après la guerre des 12 jours dont l'hostilité a été lancée, ouverte par l'entité sioniste, que les choses ont commencé à se compliquer, étant donné que l'Iran avait estimé que cela a été rendu possible justement par une complicité entre l'Israël et bien sûr, sans vouloir le nommer, l'AIEA. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui l'AIEA revient à la charge pour demander ou exiger de Téhéran qu'elle ouvre les sites qui ont été touchés durant cette guerre de 12 jours? En quoi est-ce important? Tout d'abord, je pense que c'est un côté d'espionnage. Je veux savoir ce qui s'est passé dans ces sites nucléaires. D'ailleurs, les Iraniens ont dit plusieurs fois que les envoyés de l'AIEA sont des espions en faveur de l'entité sioniste et des États-Unis d'Amérique. Mais permettez-moi de vous dire que le dossier nucléaire iranien, c'est entre les mains des Américains. Les big boss, ce sont les Américains. Aujourd'hui, c'est Donald Trump. Ce n'est pas les Européens. Les Européens sont des bavards, surtout la France et la Grande-Bretagne, qui veulent se montrer comme s'ils sont des grandes puissances mondiales. Mais finalement, nous savons bien que c'est la Maison-Blanche, c'est Washington qui décide pour le nucléaire iranien, évidemment avec la complicité de l'entité sioniste. L'Iran est visé sur son nucléaire, même que le Ayatollah Ali Khamenei, le guide de la révolution islamique iranienne, a décrété une fatwa qui interdit à l'Iran d'avoir la bombe atomique, d'avoir l'arme nucléaire. C'est une fatwa, mais même ça, il vise toujours l'Iran. Pourquoi? Il faut comprendre la géopolitique dans le monde. Pourquoi c'est pas le Pakistan, par exemple? Le Pakistan, c'est un pays musulman, un État islamique. Oui. Bref, c'est parce que l'Iran a soutenu la résistance palestinienne, la résistance libanaise. L'Iran a soutenu Hezbollah, a soutenu le Yémen, militairement, je parle financement. Surtout, l'Iran a soutenu Hamas militairement et financement. L'Iran a osé bombarder Tel Aviv, la capitale de l'entité sioniste, et des sites scientifiques et des sites nucléaires et surtout des sites de pétrochimiques, etc. Donc, pour eux, l'Iran a grillé le feu rouge, si vous voulez. Donc, vu ce que l'Iran a fait au plan politique dans le Moyen-Orient, il faut punir l'Iran. Comment punir? Voilà, parmi les instruments de la punition contre l'Iran, c'est évidemment l'AIEA et ses décisions. Mais comme je l'ai dit, le dossier, c'est entre les mains des Américains. Ce n'est ni la France ni la Grande-Bretagne
qui vraiment ont le dernier mot. Le dernier mot, c'est à Washington. Aujourd'hui, c'est chez Donald Trump. Mais la dernière déclaration de Donald Trump, quand il a fait sa conférence de presse avec le prince héritier Mohammed Ben Salman de l'Arabie Saoudite, il a dit les Iraniens m'ont contacté, ils veulent un deal. Hein, toujours le mot magique de Donald Trump, c'est le deal, un accord. D'ailleurs, il a son ouvrage, je l'ai dans ma bibliothèque à Genève, l'art of the deal. Les Iraniens Chaque m'ont fois, contacté, ils veulent trouver un accord. Peut-être il va faire un accord avec les Iraniens semblable à celui de Barack Obama 2015, mais ça va être signé par Donald Trump. C'est ça qui importe pour lui. Mais le dossier nucléaire iranien, c'est entre les mains des Américains. Vraiment, le reste sont des bavards. Les Européens sont des bavards, surtout la France et la Grande-Bretagne veulent nous rappeler qu'elles étaient des grandes puissances, mais elles ne sont plus aujourd'hui. C'est-à-dire que vous pensez que sur ce dossier, par exemple, de nucléaire, ce n'est pas vraiment la force européenne qui compte le plus, Absolument. ou qui n'ont pas réellement leur mot à dire. Il y a un petit détail quand même, celui de Grossi, Raphaël Grossi, qui disait qu'il n'est pas exact de dire parce que tout est détruit qu'il n'y a rien à voir. Est-ce que, c'est-à-dire, si on entend bien cette phrase qui a été prononcée par donc Grossi, cela veut dire que l'Iran est en train de cacher des sites qu'elle n'aurait pas déclarés et que peut-être ils auraient été touchés lors des frappes ou de la guerre de 12 jours. Parce que comment doit-on comprendre sinon cette déclaration, Riyad Sidawi? C'est toujours une question technique d'ordre espionnage, hein. C'est pas une question politique. C'est-à-dire que c'est pas le nucléaire qu'on voudrait vérifier, mais on voudrait vérifier si l'Iran cacherait des sites. Voilà, l'Iran, parce que l'Iran a dit que ses envoyés de la haie sont des espions carrément qui viennent pour espionner l'Iran. Ils sont ni neutres ni objectifs. Leur travail, ce n'est pas scientifique, c'est plus qu'un travail d'espionnage. Je pense qu'ils ont raison d'ailleurs. Et je pense que c'est très difficile de cacher des sites nucléaires. Hein. C'est très, très difficile. Si je dis pas c'est impossible, mais c'est une façon, tout d'abord, d'humilier l'Iran. Il y a le côté humiliation parce que, comme je l'ai dit, l'Iran a osé attaquer, bombarder l'entité sioniste. Là, c'est le côté de l'humiliation. Deuxième aussi, beaucoup de pression contre l'Iran. Peut-être quand les Iraniens vont négocier avec Donald Trump, ils vont donner plus de concessions que actuellement. Donc c'est une façon de mettre la pression contre l'Iran. Mais je pense que l'Iran, avec le droit international, est clean. Hein. L'Iran a toujours respecté à la lettre le droit international, a payé cher aussi ce respect. Ceux qui n'ont pas respecté le droit international, évidemment, sont les Occidentaux, à leur tête les États-Unis d'Amérique, qui ont rempli un accord international qui est passé par le Conseil de sécurité et est devenu une partie du droit international. Et ils ont compris, les Iraniens, c'est un enjeu politique, parce que si toutes ces pressions, c'est pour dire à l'Iran, on peut vous laisser tranquille avec vos sites nucléaires, mais vous devez arrêter définitivement de soutenir le Hezbollah au Liban, ou de soutenir les Houthis au Yémen, ou de soutenir la résistance palestinienne armée, que ce soit le Hamas, le Djihad islamique, ou le Front populaire de la libération de la Palestine. Donc, c'est un chantage, en fait. C'est un chantage avec l'Iran. On va demander le maximum de l'Iran. On va humilier l'Iran. En parlant toujours de ces sites nucléaires, mais finalement afin d'avoir beaucoup de concessions de la part iranienne. Et je pense que les Iraniens sont conscients. Hein. Aujourd'hui, ce qu'on a lu, hein, c'est que les Iraniens se préparent à une autre guerre, une autre bataille contre l'entité sioniste et contre les États-Unis d'Amérique. Ils ont cherché des DCA plus sophistiqués auprès des Chinois. Aussi, on parle des chasseurs chinois J-10C, ça se prononce en anglais comme ça, qui a été très très brillant pendant les accrochages aériens entre l'Inde et le Pakistan, qui a battu des rafales français. Donc on parle aussi que la Russie a donné des armes plus sophistiquées, surtout on a bien constaté que
l'Iran a beaucoup de faiblesses quand il s'agit de sa défense aérienne, la TCA, et surtout ses chasseurs qui n'ont pas pu arrêter les vagues de bombardement du F-35. Mais comme je dis, le problème, au fond, c'est un problème politique, ce n'est pas un problème technique ou même du nucléaire iranien. Parce que je donne toujours la preuve, c'est qu'il y a beaucoup d'États dans le monde aujourd'hui qui possèdent les bombes, l'arme nucléaire, pas des sites nucléaires, mais personne n'en parle. Personne n'en parle de ce qui se passe au Pakistan, c'est un État musulman, ou les autres. Et personne ne peut s'approcher de la Corée du Nord, parce que la Corée du Nord est protégée par la Chine, ou surtout, c'est ça, l'hypocrisie du monde, l'hypocrisie de l'Aïa, l'hypocrisie de l'Occident, c'est l'entité sioniste qui a bafoué le droit international et qui dirigeait selon la Cour pénale internationale à La Haye par un criminel de guerre qui est Netanyahou, mais ce Netanyahou aussi possède de son tête nucléaire. Mais l'AE ne parle plus, ou ne parle pas du tout du nucléaire israélien. Malheureusement, oui, comme je l'ai dit, c'est le monde hypocrite, c'est le monde de plus fort, ce n'est pas le monde du droit international. Nous sommes très, très, très loin du droit international. Nous sommes face au droit des plus forts et non pas la force des droits. Très bien, Monsieur Sidawi. Donc finalement, pour rejoindre un petit peu ce que vous venez de dire, on va dire qu'il y a eu la réaction du ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, qui avait affirmé justement à ce propos et donc aux exigences de l'AIEA et du chef de l'AIEA, pardon, et du chef donc de cette agence. Il avait dit donc le ministre des Affaires étrangères qu'il n'existait pas de site d'enrichissement nucléaire non déclaré à la communauté internationale. Est-ce que cela ne rejoint pas justement cette guerre de 12 jours, parce que chaque fois, c'est un petit peu le repère. On revient juste après donc cette guerre, lorsque on avait soupçonné ou jeté l'opprobre sur le fait qu'aujourd'hui, malgré toutes les frappes sionistes qui pensaient et qui criaient victoire parce qu'elle aurait touché des cibles stratégiques, y compris donc des sites nucléaires, qui par la suite s'est avéré complètement faux, étant donné que certaines informations disaient qu'aucun site nucléaire réel n'a été touché et que tout ce qui a été touché n'était que des leurres. C'est ce qui finalement a jeté le doute aujourd'hui. Finalement, vous pensez réellement que c'est le souci du nucléaire aujourd'hui, pour reprendre bien sûr ma question, ou c'est le fait que l'entité sioniste derrière cela veut savoir si Téhéran ne cacherait pas réellement des sites plus dangereux et qu'elle ne veut pas dévoiler? Ce qui est sûr, que la France, la Grande-Bretagne et les Américains sont au service de l'entité sioniste. Ils veulent protéger l'entité sioniste. Et comme j'ai dit, l'attaque contre l'Iran, c'est pour sa position, ou contre sa position, qui a toujours soutenu la résistance palestinienne, la résistance libanaise et le Yémen, l'axe de la résistance. Voilà, dirigé par l'Iran. En cas où l'Iran veut payer le prix politique fort, ça veut dire va normaliser ses relations avec l'entité sioniste, normaliser ses relations avec les États-Unis d'Amérique, etc. Et j'arrête définitivement de soutenir les mouvements de libération anti-américains, anti-sionistes en Palestine, au Liban. Et évidemment, on ne va plus parler du nucléaire iranien. Peut-être même on va accepter la bombe atomique iranien, comme on a accepté la bombe atomique pakistanaise. Je donne toujours l'exemple du Pakistan parce que le Pakistan, c'est aussi un État musulman, mais ça a été accepté par les Américains. Pourquoi? Parce que c'était contre l'Inde, donc régné pour diviser dans cette région asiatique. Et à l'époque, le Pakistan, c'était plus proche aux États-Unis d'Amérique que l'Union soviétique. Et oui, l'Inde, c'était plus proche à l'Union soviétique que les États-Unis d'Amérique pendant le règne d'Indira Gandhi. Évidemment, aujourd'hui, la donne est relativement changé. Aujourd'hui, l'Inde est pro-américaine, le Pakistan est pro-chinois, mais a gardé toujours des bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique. Donc, oui, c'est une question, en fait, c'est une question politique. On veut des concessions réelles au Moyen-Orient. Et l'Iran ne doit plus soutenir les résistants palestiniens, libanais ou quelque part, ne doit plus
nuire aux intérêts de l'entité sioniste, aux intérêts de l'Occident en général et des États-Unis d'Amérique en particulier, alors là, l'Iran soit le bienvenu dans le club des amis de l'Occident. Très bien. C'est pour cette raison, je dis toujours, c'est une question politique, parce que si c'est une question de droit international, c'était très simple. L'accord a eu lieu et le problème a été résolu au plan juridique. Mais le problème du nucléaire iranien, ce n'est pas un problème d'ordre de droit international ou d'ordre juridique. C'est un problème politique. Il voit que l'Iran, c'est un État rebelle. Il faut vraiment contrecarrer cet État rebelle et il faut désarmer cet État rebelle et il faut mettre beaucoup de pression contre cet État afin d'avoir beaucoup de concessions de la part des Iraniens. C'est-à-dire qu'on veut resserrer l'étau sur Téhéran. Donc ce n'est pas un hasard aussi que l'Iran, la Chine et la Russie avaient donc mis en garde contre l'adoption de toute nouvelle résolution, parce qu'il se pourrait qu'il y ait encore d'autres sanctions qui risquent de saper l'élan coopératif, je le cite, et l'atmosphère politique constructive qui a caractérisé les récentes interactions entre donc l'agence et l'Iran. Ils ont même qualifié cette proposition peut-être, ou ces propositions, de action provocatrice. Pour conclure brièvement, Riyad Sidawi. Oui, la position russe et chinoise, elle est correcte. Elle est avec l'Iran. Hein. Elle s'inscrit d'ailleurs dans le fameux accord historique 5+1, l'accord 5+1, les 5 États membres permanents au sein du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne, mais on ne voit pas beaucoup l'Allemagne aujourd'hui. Donc la Russie a aidé à soutenir, la Chine a soutenu, mais il faut dire aussi, pendant la guerre de 2 jours, le soutien russe ou chinois n'était pas à la hauteur des attentes, peut-être des Iraniens et des observateurs. On a pensé que l'Iran, désormais, est membre des pays du BRICS, membre des accords du traité de Shanghai. Donc, c'est un allié avec la Chine, l'allié de la Russie aussi. N'oublions pas, l'Iran a beaucoup aidé la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Surtout les drones iraniens, Shahed 1, 2, 3, les missiles iraniens, les munitions iraniennes ont été envoyées systématiquement vers la Russie. Mais la riposte russe n'était pas si forte, n'était pas à la hauteur de nos attentes, en tout cas. La Chine, c'est clair, la Chine, jusqu'à nouvel ordre, s'intéresse beaucoup plus aux cartes économiques que l'affrontement ou la confrontation militaire. La Chine ne veut pas d'aventure militaire, d'ailleurs même pour Taïwan, qui revendique Taïwan, certains parlent que la Chine va déclencher sa guerre de l'unification de la Chine en éliminant, en écartant le gouvernement actuel à Taïwan en 2027. Mais je pense que ce n'est pas sûr, parce que la stratégie, j'étais en Chine en été, vraiment j'ai bien observé ce qui se passe en Chine, c'est un pays très développé, c'est beaucoup développé que l'Europe, entre deux parenthèses, plus que la France, l'Allemagne, j'étais étonné même. Mais la Chine, toujours, c'est sa guerre économique. Elle doit gagner la guerre économique, industrielle, technologique. Et un jour, la Chine va intervenir dans le monde avec sa puissance militaire. Elle va taper sur la table, évidemment, et va dire non aux États-Unis d'Amérique militairement. Merci à vous. Merci à vous.